arrière, hein, parce que ça commence à dater. Ben, en fait, c'était après avoir été Garufo et après avoir subi une sorte de contre-coup, un peu comme une sorte de baby blues, quoi, parce que c'était quelque chose qui a quand même pas mal fonctionné à l'époque. Donc j'ai décidé d'abord de prendre un peu de vacances, et quand les vacances se sont terminées et qu'il a fallu songer à se mettre à autre chose, lors d'une discussion au téléphone, presque en plaisantant, en fait, en réalité, j'en ai parlé à Alain. En fait, plus exactement, j'ai parlé à Alain de la possibilité de faire une bande dessinée sur les vampires, vu que moi, c'est une passion de môme, enfin de mots plus adolescents que de môme, en fait. C'est un sujet que j'adore. Je suis fan absolu de Bram Stoker. Et donc, un jour au téléphone, je lui ai dit si tu as une idée de bande dessinée sur les vampires, vas-y. Par contre, tu as intérêt à me surprendre. Et donc, on s'est plus ou moins marré avec ça. Et puis, en fait, une semaine après, il m'a rappelé et il m'a dit, je crois que je tiens un truc. Et sur le coup, moi, j'ai cru qu'il se payait ma fiole, quoi. Hein. Et là, il a commencé à me raconter les grandes lignes de l'histoire. Et en fait, c'était vrai. Il tenait un truc, en tout cas, quelque chose qui, moi, me faisait vachement envie, forcément, quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais par contre, ça s'est fait un peu dans la douleur. Le tome 3, celui que je viens de terminer, il y a maintenant une semaine. J'ai terminé la couverture il y a une semaine. Les pages, je les ai terminées il y a à peu près un mois. C'est l'album que j'ai fait de la façon la plus régulière des trois, quoi. Il m'aura fallu 2 ans, tout compris, mais en prenant en compte le fait que j'ai entre-temps préparé mon mariage, ce qui m'a pris quand même pas mal de temps. Et du coup, pour un 62 pages, puisque celui-là fera 62 pages, c'est pas si long que ça. Donc ça va. Il aurait fallu que j'ai ce rythme-là pour les 2 précédents, mais j'y suis pas parvenu. Et voilà, c'est né à ce moment-là, sur un pari. Et Alain, d'ailleurs, au début, même demandait des renseignements sur ce que c'était que le vampirisme, vraiment, parce qu'il n'y connaissait rien à ce sujet. Mais c'est un gars intelligent, il a su lui aussi se documenter de son côté, il a su tirer la substantifique moelle de ce vieux mythe qu'il a bien dépoussiéré, tout en le remettant dans un contexte victorien, parce qu'on voulait retrouver cette ambiance originelle, quoi. De mon point de vue, il n'y a pas de risque, mais ça n'engage que moi, évidemment. Je ne prétends pas détenir la vérité universelle. On a voulu revenir aux origines dans le sens où on a voulu aussi rendre hommage au roman de Bram Stoker. Ce qui veut dire que par conséquent, on va rester forcément proche par rapport à certaines choses. On va reprendre des éléments qui sont devenus des stéréotypes. Mais je pense qu'il n'y a aucun risque, mais à une seule condition, qui fait de moi quelqu'un de très prétentieux, forcément par définition, c'est que cette condition, c'est de faire la chose bien, tout simplement bien. Si on est sûr de notre histoire, puisque c'est quand même ce qui va faire la différence, hein, puisqu'on a une intrigue qui se dévoile peu à peu, un peu lentement dans le premier, qui s'accélère un peu dans le second, évidemment on a le dénouement dans le troisième, ce qui fait qu'en fait on peut se démarquer ou pas, c'est est-ce que ce qu'on a fait c'est bien ou pas bien, tout simplement, si on l'a bien fait, parce que comme tu disais, il y a eu des centaines d'adaptations au cinéma. J'ai lu, moi, des dizaines et des dizaines de bouquins, dont certains d'ailleurs qui reprenaient, qui s'amusaient à reprendre le personnage de Dracula, qui faisaient des digressions dessus. Et c'est ce que Michel Houellebecq appelait une espèce de mythe fondateur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mecs qui se revendiquent eux-mêmes de l'héritage de Bram Stoker et qui vont s'amuser à reprendre le personnage de Dracula, mais imaginer d'autres possibilités après, par exemple, que l'histoire s'arrête dans l'histoire originale, quoi. Donc c'est comme à la télé. Tu vas avoir des séries magnifiques sur les vampires et d'autres qui seront de la merde parce que simplement celles qui sont magnifiques sont bien écrites, elles ne cherchent pas nécessairement à être originales, elles sont simplement bien écrites, bien tournées et bien jouées. Donc c'est pas là-dedans, on ne sortira pas d'originalité par ça. Au contraire, on veut vraiment rester très proche, y compris de l'esprit victorien et pas seulement de celui de Bram Stoker. Voilà. Pas du tout. C'est en fait, comme souvent les choses, lorsqu'on commence à y travailler, se mettent en place assez naturellement. Sur Garulfo, il y avait une espèce d'exagération parce qu'on avait un jeu à l'italienne, donc forcément les personnages eux-mêmes devenaient exagérés, un peu comme les films du cinéma réaliste italien. Et dès lors qu'on s'intéresse au monde victorien, alors là on commence aussi à s'intéresser aux écrivains de cette époque. Et Alain et moi, on ne connaissait pas nécessairement par exemple Oscar Wilde, mais on a lu pas tous les bouquins de Wilde, mais en tout cas une bonne partie. Et en fait, tu te rends compte que dans Wilde, il y a un humour, et pas qu'un peu. Et en fait, tu te rends compte que l'humour qu'il y a, si éventuellement il y a effectivement ce que tu disais, c'est-à-dire un peu d'ironie ou de l'humour dans D, ce sera un humour
à l'anglaise, pas à la Welsh, parce que là pour le coup ce serait extrêmement prétentieux de notre part, mais en tout cas ce type d'humour là, et ça se met en place naturellement, c'est-à-dire qu'on voit bien que les personnages par exemple dans leur façon même de bouger, dans les postures qu'ils ont, ils ont aussi une posture à l'anglaise, c'est-à-dire que l'anglais est smart, surtout s'il est victorien en plus, et même s'il vient de se faire arracher la moitié de la gueule, il signifiera juste qu'à partir de là il pourra probablement plus difficilement se raser, mais il dira pas qu'il a mal, pas si c'est un gentleman en plus quoi. Et donc il fallait retrouver ce truc là, ce qui était rigolo d'ailleurs pour un dessinateur comme moi qui en avait tellement bavé pour arriver à retrouver le jeu exagéré à l'italienne de Garulfo, et qui d'un seul coup devait me resserrer dans ce jeu là. C'est pour ça qu'il y a ce ton là dans les dialogues, ça se retrouve tout naturellement, et quand on en parle Anna et moi, on se fait des remarques par rapport à ça aussi, c'est à dire que les personnages il ne faut pas qu'ils haussent le ton non plus, donc ils peuvent balancer quelque chose d'amusant mais de façon très plate à l'anglaise quoi. Bah oui, c'est très compliqué, oui. Enfin, c'est très compliqué, mais là encore, je voudrais surtout pas paraître comme quelqu'un de prétentieux. C'est très compliqué, surtout en plus, de par le fait que je ne mets pas d'aplat noir. Il n'y a pas de masse noire, jamais. Alors évidemment, le fait que ce soit mis en couleur a tendance à masquer cette chose-là, et peu de gens le remarquent d'ailleurs étonnamment, alors qu'il est plutôt très rare que des pages de bande dessinée soient faites sans aucun aplat noir. Or, l'aplat noir, par définition, dès que tu mets un aplat noir, tu fais ressortir la masse, et par conséquent, elle se détache tout naturellement. Donc moi, comme je ne mets pas d'aplat noir, il faut que je trouve le moyen de jouer sur les épaisseurs de traits, évidemment, sur la gestion des espaces blancs entre les différents plans, et aussi, par exemple, par soit beaucoup de détails à certains moments et très peu, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de détails, parce que justement l'idée c'est d'arriver à attirer l'œil sur des endroits où il y a beaucoup de détails, c'est-à-dire faire circuler l'œil dans le dessin. Donc en fait c'est ça qu'il faut gérer pour avoir un dessin lisible. Et comme en plus moi j'ai la chance d'avoir un scénariste assez exigeant par rapport à l'efficacité narrative, il faut qu'en plus de ça, dans mon dessin, à un moment donné, quand lui le reçoit, quand il reçoit la page, il ne faut pas qu'il ait une seule seconde d'hésitation en termes de lecture. Donc il est là, lui, il est là vigilant sans arrêt, et si d'aventure à un moment donné je me laisse aller à mes penchants naturels, moi, de dessinateur, c'est-à-dire essayer d'en mettre partout et d'en faire le plus possible, Alain va tout de suite me ramener à la réalité en disant bah, ce personnage-là, il n'a pas la bonne expression, ou il se voit pas tout de suite, et ainsi de suite, quoi. Donc moi déjà j'essaie de gérer au mieux, comme je te disais tout à l'heure, par ces différents procédés, et j'ai en plus de 5 vérificateurs derrière moi qui de toute façon m'obligent à éventuellement rester dans les bons rails quoi, par rapport à ça. Mais c'est très compliqué par rapport à ce que je te disais. C'est difficile pour Thierry, le prévôt, notre coloriste, parce que là aussi c'est pareil, comme il y a des endroits moi où je dessine rien, et il y a d'autres endroits beaucoup de choses, lui quand il va mettre en couleur, il va y avoir des endroits qu'il va être quasiment obligé de réinterpréter. Et les endroits qui sont très détaillés au niveau du dessin, là pour le coup il va falloir qu'il fasse gaffe à pas trop en mettre, parce que sinon il va bousiller le dessin aussi. Il faut qu'il arrive à gérer ça. Mais comme ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, il me maudit toujours autant. Mais en même temps c'est qu'il aime bien, sinon il aurait arrêté, il est quand même pas maso. Seulement une grosse documentation, mais c'est toujours pareil, c'est comme le patinage, comme le patineur artistique, il sourit sur la glace, mais en fait à des heures et des heures et des heures d'entraînement derrière. Mais en fait, il faut qu'on ne s'en rende pas compte, c'est ça l'idée. Nous, on ne peut pas faire une bande dessinée historique à la base, mais on veut quand même que tout ce qu'on met est une vraie réalité, qu'on sache de quoi on parle exactement, parce que c'est Londres est une sorte de personnage finalement aussi à part entière. Donc non, je me documente comme un salaud, sinon c'est pas non plus aller à Londres pour voir un petit peu l'ambiance générale, et puis certaines choses qui n'ont pas changé depuis 120 ans, hein, les grilles, les briquettes et tout ça. Il y a des choses qui sont restées exactement à l'identique. Donc non, on se documente beaucoup. Par contre, une fois qu'on fait la bande dessinée, moi une fois que je dessine et que je sais ce que je veux dessiner, je vire la photo et je dessine ce que j'ai envie de dessiner. Mais il faut qu'à la base, j'ai digéré en fait l'information de base et que je l'ai comprise. Les intérieurs victoriens, c'est pareil, c'est une espèce de truc un peu spécial. Si on se documente simplement sur les objets victoriens et qu'on essaie de faire une pièce victorienne, elle ne sera pas nécessairement victorienne en réalité. Il m'a fallu du temps pour piger ça en regardant des films aussi, évidemment, forcément. Et un jour, ça m'a frappé, d'ailleurs, la visite qu'on avait fait du musée Sherlock Holmes à Londres était pas mal dans le genre. Ce qui m'a frappé, c'est simplement que le principe du victorien, c'est qu'il double tout.
C'est-à-dire que là où nous on va mettre une seule table, ils vont en mettre une deuxième. Et là où nous on va mettre une seule nappe, ils vont en foutre une deuxième. Et là où nous on va foutre un rideau, eux il y en aura une deuxième paire. Là où nous on va mettre un seul cadre, ils vont en foutre deux, ce qui fait que les murs sont recouverts de cadres, il y a des chaises, des fauteuils dans tous les coins, c'est super chargé quoi. Et j'ai pas pigé tout de suite moi. Et ce qui fait qu'au début dans les albums, alors évidemment j'étais documenté, je savais ce que je faisais, tout ça. Mais il m'a fallu un certain temps avant d'avoir ce petit déclic, piger ce que c'était que vraiment l'esprit victorien. Et puis peut-être aussi c'est une déformation de l'époque. Quand victorien, ça veut dire aussi la célèbre impératrice du même nom, ça veut dire l'anglais ultra dominant sur le monde, c'est l'invention du capitalisme, hein, ce qui donne d'ailleurs le capitalisme moderne et aussi la bande dessinée moderne. Et donc on a cette volonté de montrer sa puissance, sa richesse. Donc quand on va à Londres, on voit ces espèces de lions, ces colonnes et tout ça, on voit bien que l'Empire domine le monde et non seulement il le domine, mais ils veulent faire savoir quand même. Donc quand on a des sous, il est logique qu'on l'étale. S'il y a des parallèles, elles sont plus ou moins conscientes parce qu'il se trouve que Dracula de Coppola, pour moi, c'est un film un peu spécial parce que quand je l'ai découvert la première fois, il est sorti au début des années 90, je crois. Et moi, j'ai lu le roman de Stoker, peut-être, je sais pas, 5 ou 6 fois. C'est un bouquin que j'ai adoré, j'ai découvert quand j'avais 16 ou 17 ans et je l'ai relu régulièrement depuis. Et donc j'étais ce qu'on appelle vulgairement un puriste, et en plus j'étais jeune, et quand on est jeune on est encore plus puriste parce qu'on est encore plus con, on est plus sûr de posséder la vérité universelle. Donc si on a une adaptation qui ne correspond pas exactement à ce que nous on s'était imaginé par rapport à ce qu'on a lu, on est prêt à tuer le responsable de ça. Donc à partir du moment où Coppola, de mon point de vue, n'avait pas tout respecté exactement à la lettre, moi je lui en voulais à mort. Regardez, et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais là je l'ai trouvé vraiment sublime visuellement précisément. C'est ce que tu disais. Ouais, mais ensuite j'ai réfléchi aussi au reste. Et alors déjà, donc du coup, tout de suite j'ai envoyé, ou je sais plus comment j'ai fait, peut-être j'ai fait une copie du film que j'ai filé à Thierry pour qu'il le visionne lui-même, parce que je lui dis voilà une référence colorée, me semble-t-il, parce que les couleurs sont très riches, très profondes dans Dracula de Coppola. Après évidemment Thierry lui fait sa cuisine, hein. Mais déjà ça m'avait vachement plu. Mais même au niveau de l'histoire est réellement pour le coup très fidèle au roman d'origine. Simplement le seul truc qui moi me dérange, et ça c'est personnel, et c'est mon côté puriste qui n'est pas complètement mort, c'est la façon dont le personnage de Van Helsing, qui est un personnage central, intervient dans le film. Et s'il intervenait comme ça dans la vraie vie, je pense qu'un type comme ça, on le massacrerait à coups de poing dans la gueule. Tu poses la seule question à laquelle je ne peux pas répondre, parce qu'il se trouve que lorsqu'on a commencé à faire des recherches de personnages, tu l'auras ta réponse. Je la fuis pas. Il se trouve que quand on a commencé à rechercher les personnages, enfin quand j'ai commencé à rechercher les personnages, Alain, dont je soupçonne qu'il ait un côté sadique enfoui en lui, m'a dit tu t'emmerdes pas pour le personnage principal, tu te photographies, il m'a dit ça moi, ce que je dis est vrai, hein. Tu te photographies, tu te redessines. C'est un petit peu schizophrène comme attitude quand même. Alors comme c'est lui qui tient les secrets des arcanes de l'histoire, je lui ai fait confiance et je me suis donc photographié. Mais c'est très bizarre, dessiner un personnage qui est censé être un héros et en fait c'est ta gueule que tu dessines. Donc j'ai essayé et j'y suis pas arrivé. À un moment donné, on en a parlé au téléphone ou de visu, je sais plus d'ailleurs, et je lui ai dit Alain, je peux pas dessiner un héros de bande dessinée qui a ma gueule, c'est pas possible. C'est comme si je disais que moi-même j'étais un héros, ça me posait souci. Et il m'a dit t'as qu'à laisser tomber, tu vas le dessiner à ta façon. Du coup c'est ce que j'ai fait et du coup tout le monde depuis me dit qu'il me ressemble.